La parole est maintenant à monsieur Laurent Pannifous. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure Générale, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs, chers collègues. C'est un exercice un peu difficile que de faire cette discussion générale sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale en deuxième lecture, après un premier 49.3 et avant le suivant. Je vais donc juste m'employer à vous dire avec assez simplement le ressenti qui est le nôtre sur ce texte. Il ne s'agit pas d'un projet d'austérité, l'honnêteté intellectuelle oblige à le reconnaître. Mais le texte qui nous est présenté aujourd'hui, dans un contexte de très forte inflation, qui s'ajoute à une crise structurelle pour nos établissements hospitaliers et médico-sociaux, est porté par une volonté de maîtrise des dépenses budgétaires sans recherche de ressources supplémentaires qui rendent impossible toute ambition réelle pour relever notre système de santé. Sur la branche autonomie, chacun sait ici que nous ne pourrons pas faire l'économie de financements conséquents et nouveaux pour répondre à ce véritable enjeu de société, que nous devrons créer de ressources nouvelles et pérennes pour la branche autonomie. C'est un reproche et un regret que nous émettons à l'égard de ce PLFSS. Toutes nos propositions en ce sens ont été rejetées. Malgré les quelques enveloppes supplémentaires qui ont été débloquées par le gouvernement au Sénat, nous continuons de fonctionner à coups de petites enveloppes budgétaires lâchées ça et là, sans vision durable. Nous sommes en revanche réellement satisfaits de l'instauration dès l'année prochaine d'une loi de programmation pluriannuelle, l'occasion enfin d'aborder régulièrement la question du grand âge dans sa globalité. Nous avons défendu avec d'autres l'instauration de cette loi de programmation. Nous espérons aussi qu'à cette occasion, enfin, naîtra une réelle volonté de répondre aux enjeux immenses qui sont face à nous. Je ne peux pas ne pas évoquer ici la promesse, l'engagement du président de la République lui-même de créer 50 000 postes de soignants supplémentaires dans nos EHPAD d'ici la fin du quinquennat en 2027. Je me suis appliqué à essayer d'être précis dans ma question mardi d'actualité auprès de Madame la ministre des Solidarités. Dans cet hémicycle, j'ai pu apprécier comment, avec beaucoup de talent, elle ne m'a pas répondu. Il semble que c'est l'exercice. 3 000 postes en 2023, 6 000 en 2024, nous sommes très loin de l'engagement du président de la République. Nous n'atteindrons manifestement pas les 50 000 dans les 3 ans. J'insiste sur ce sujet, sur cet engagement, car il répondait de manière très juste à un réel besoin de nos établissements. Il était parfaitement réalisable en associant la formation de nouveaux professionnels et le retour de celles et ceux, aides-soignantes et infirmières, qui ont quitté ce métier justement parce que les conditions de travail y étaient trop dures, mais qui aiment leur métier et auraient à cœur de l'exercer à nouveau. Mais surtout, 50 000 recrutements, soit 6 à 7 postes par établissement, indispensables pour tout simplement bien soigner les résidents de nos EHPAD. Sur l'hôpital, nous avons tenté de défendre à minima la prise en compte des déficits structurels de nos établissements, déficits renforcés par l'inflation exceptionnelle que nous avons connue et qui perdure. Des abondements de l'ONDAM ont été réalisés pour compenser l'inflation, mais ils ne sont pas à la hauteur des besoins réels de nos établissements. Il est alors compliqué pour nos hôpitaux publics de se rendre plus attractifs, d'investir dans leur transformation, leur réhabilitation, quand leur situation budgétaire est en grande difficulté. Il est difficile de parler d'une ambition pour nos hôpitaux, malades et professionnels, quand en même temps, on les maintient dans une situation déficitaire. Le passage au Sénat a apporté quelques satisfactions puisque certaines de nos propositions ont été reprises. Révision annuelle des coefficients géographiques, cumul de l'allocation journalière de présence parentale et de l'allocation enfants handicapés pour les enfants corses et ultramarins contraints de se soigner en hexagone. La majorité et le gouvernement vont-ils revenir dessus ? Deux grands absents de ce texte. Aucune mesure d'envergure sur la lutte contre la désertification médicale, alors que c'est évidemment un enjeu crucial dans nos territoires, où les difficultés d'accès à un professionnel de santé sont grandissantes. Nous y revenons à chaque fois, mais l'urgence de la pénurie de médecins et de leur inégale répartition doit être une priorité. Pour lutter contre la désertification médicale, il n'y a pas de solution miracle. C'est tout un arsenal d'outils que nous devons mettre en œuvre, et de ce point de vue, l'absence de propositions est saisissante. Tout n'a pas été fait, beaucoup reste à faire. Autre grand absent de ce texte, la santé mentale et la psychiatrie.
Nous sommes pourtant tous conscients de l'état critique de ce secteur essentiel, silencieusement sinistré, en totale contradiction avec l'aspiration de beaucoup à une société bienveillante et du prendre soin. Alors que nous ne sommes sortis, il n'y a pas si longtemps, d'une épidémie, que la situation économique et sociale tendue abîme autant les corps que les esprits, comment expliquer cet oubli ? Je crois que notre système de protection sociale mérite mieux que de simples économies. Il a besoin aussi de nouvelles ressources, pas seulement parce qu'il est en difficulté depuis plusieurs années, mais surtout pour faire face aux besoins à venir qui sont croissants. C'est pourquoi nous regrettons le manque d'ambition de ce texte et nous ne le voterons pas. Je vous remercie. La discussion générale est close.